et on décide, avant même que le deuxième procès ait lieu, la deuxième instance, de le mettre en prison. C'est ce que je dis, ça c'est un vrai problème. Mais c'est un problème qui se rencontre au quotidien. C'est-à-dire, vous êtes contre ça? Ah oui, non mais moi de toute façon, je ne suis vraiment pas un fan du mandat de dépôt à l'audience. La personne vient libre, elle a toutes les garanties, elle est présumée innocente, je ne vois pas pourquoi il faudrait la mettre en prison avant son jugement en appel. Ça c'est ma conviction de juge. Il se trouve que, étant dedans, je vois tout à fait que, au quotidien, des mandats de dépôt sont décernés dès que des peines de prison ferme sont prononcées, pour tout un chacun. C'est justement cette problématique. Alors, le problème de Nicolas Sarkozy ne doit pas faire découvrir à certains que ça existe au quotidien, si vous voulez. Maintenant, on peut discuter. D'un côté, on demande à la justice d'être très sévère tout de suite, c'est-à-dire de prendre des mesures de prison sur des présumés innocents dès que les faits se sont déroulés. On l'a vu quand un policier a été frappé par des jeunes, notamment, hein. Donc, voilà. Est-ce qu'il faut... Tourcoing. Oui, Où voilà, ils ont été, exactement. Donc, ils parce ont qu'on été se dit que incarcérés, ils ces sont restés jeunes, 2 jours en prison. on C'est se ça. dit que ces jeunes peuvent recommencer, qu'ils sont dangereux pour la société, alors, qu'ils peuvent d'ailleurs partir. On se dit Nicolas Sarkozy, a priori, va pas recommencer et il ne va pas prendre la fuite. mais justement, c'est tout le problème de la loi française aujourd'hui. Quand un président de tribunal ou de cour d'appel prononce une condamnation, il peut la sortir d'un mandat de dépôt et le critère qui est posé par la loi est très large. S'il ressort des éléments de l'espèce, des raisons de prendre cette mesure de sûreté. Alors qu'après, quand les gens font des demandes de mise en liberté, on applique l'article 144 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas le trouble à l'ordre public, la gravité des faits. C'est-à-dire pour ça qu'il serait certainement libéré après avoir été incarcéré quand il ferait une demande de mise en liberté. Mais je vous dis, c'est au quotidien. Au mois d'août, je présidais des audiences de vacation, comme on dit, à la cour d'appel de Versailles. J'avais des gens qui avaient été placés sous mandat de dépôt par un tribunal qui leur a mis une peine de prison ferme avec exécution provisoire. Et on en a relâché beaucoup, parce qu'ils présentaient des garanties de Donc il faut représentation. changer la loi? Peut-être que les critères devraient être les mêmes. Oui. C'est-à-dire, au lieu d'avoir ces va-et-vient prison, parce que les critères sont différents selon qu'on on est sur une demande de mise en liberté ou sur un mandat de dépôt initial, il faudrait peut-être que on harmonise et que on permette la détention provisoire justement que dans les cas de l'article 144, c'est-à-dire quand il y a des risques de fuite ou absence de garantie de représentation. Mais c'est quand même pas moi qui fais la loi. Non, Hein. bien Je sûr, tiens à le vous, préciser. bien sûr. Donc, Mais il va rester combien de temps en prison selon vous? alors, quand il y a une demande de mise en liberté qui est faite, la cour d'appel a 2 mois pour l'audiencer. C'est le délai légal maximum, sinon les gens sont remis en liberté. Donc dans ces 2 mois, ça peut être 20 jours, un mois et demi, ça va dépendre de la place et de la célérité qu'on va mettre à audiencer la Donc demande. il ne fera pas 4 mois ou 6 mois ou 8 mois. Ah bah non, prison. c'est pas possible. Il va être libéré avant. Oui, quand quelqu'un a fait appel sur le fond, avant son jugement sur le fond, si la cour d'appel est saisie d'une demande de mise en liberté, elle a 2 mois pour l'audience. Comment ça va se passer, qu'on comprenne l'audience de Nicolas Sarkozy pour reconnaître sa date d'incarcération? Il doit être là en personne, dans le bureau de quel magistrat? Comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Alors, il va être convoqué normalement à l'exécution des peines, hein, c'est-à-dire il va aller au parquet, on va lui notifier la date d'incarcération, il doit se présenter à la maison d'arrêt, ou alors on va lui notifier le fait qu'il doit se présenter à la maison d'arrêt tel jour. Il y a 2 pratiques. Hein. Normalement, un membre du ministère public, un procureur va le convoquer et va lui indiquer qu'il doit se présenter tel jour. Mais le 13 octobre, il doit être présent. Il doit être en personne. Ah oui, bien sûr, bien entendu. Il doit oui, se oui. faire représenter par son avocat. Non, mais alors ça dépend encore une fois. Si le 13 octobre, c'est juste pour donner la date où il doit se présenter à la maison d'arrêt, peu importe. Si le 13 octobre, c'est la date où il doit être écroué, c'est donc c'est lui qui vient et c'est pas l'avocat. Mais alors, le maximum qu'il est susceptible de faire en prison, s'il nous écoute, ça peut l'intéresser. Oui, bien sûr. Donc ça serait combien? Eh ben, ça serait 2 mois. C'est le maximum pour voir cette demande de mise en liberté. 2 mois à partir de la demande de mise en liberté. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il la fasse tout de suite, ce qui se fera. Hein. Dès le jour où il est incarcéré, il peut faire sa demande de mise en liberté. Et dans ces 2 mois, il est en prison au maximum. Mais après, c'est la cour d'appel qui va décider si elle remet en liberté avant le jugement sur le fond ou pas. Hein. Je dis simplement que vu ses garanties de représentation, je suis quand même magistrat bien placé pour vous le dire, il a toutes les garanties, on n'a pas peur qu'il prenne la fuite. Donc ça me paraît un peu... Ni qu'il renouvelle les faits, donc ça me paraît assez évident qu'il
qui sera libéré. Alors, il y a tout un débat depuis sa condamnation. Il y a des mots très durs parfois contre la justice. On a vu aussi de grands magistrats répondre publiquement en disant attention, quand on commence à remettre en cause la justice, on remet en cause l'état de droit. Est-ce qu'on a le droit de débattre en fait d'une condamnation ou est-ce qu'on a franchi des limites là? Mais là, on est en train de débattre pas du fond de la condamnation parce que c'est très difficile de juger un dossier. On ne peut pas faire un sondage, si vous voulez, coupable, pas coupable, ça n'a pas de sens. Les dossiers sont lourds, etc. Et l'audience s'est bien passée d'ailleurs. Après, c'est la décision des juges, ça ne sera peut-être pas pareil en appel sur le fond. Selon on débat là, c'est la loi. C'est-à-dire, est-ce qu'il est normal de mettre en prison quelqu'un qui est présumé innocent? Et ça, on a le droit de le débattre. C'est un problème de citoyen, etc. Moi, je le débat ouvertement avec vous et je me cache derrière rien. La loi, aujourd'hui, met des critères différents alors que ça reste de la détention provisoire dans les deux cas. Et on ne doit pas appliquer les mêmes textes quand on est président de juridiction que quand on est cour d'appel. Ça tombe sur une demande de mise en liberté. Oui. Joël. Non, juste pour savoir, mais qu'est-ce que vous pensez du fait que ce débat, la décision de justice à l'encontre de M. Sarkozy, soit ramenée à des motifs émotionnels ou d'opinion? Donc, par exemple, de dire la juge, elle était contre moi parce qu'elle avait. Comment vous voyez ce positionnement d'un ancien président quand même qui était en tout cas garant des institutions et qui, je pense, en plus c'est un ancien avocat, donc qui a une compréhension fine des mécanismes de la justice. Qu'est-ce que vous pensez de ce positionnement? Alors, d'abord, moi, c'est différent. Moi, j'ai beaucoup contesté certaines attaques de Nicolas Sarkozy envers la justice quand il était président, parce que précisément, en tant que garant de notre indépendance, il avait une fonction officielle de président et je ne trouvais pas normal qu'il s'attaque à la justice de la façon dont il le faisait à l'époque. J'étais assez clair à cette époque-là. Par contre, c'est un justiciable qui a été condamné. Il n'est pas dans la même position. Et il faut admettre plus facilement que quelqu'un qui vient d'avoir une très mauvaise nouvelle soit pas content. Moi, quand je rends une décision en cour d'assises, j'ai parfois des réactions des accusés en face de moi et ils sont pas très très contents non plus. Il peut avoir quelques mots. Donc voilà, on n'a pas la même chose. On n'a pas un président de la République qui institutionnellement on a un justiciable qui estime que la décision n'est pas normale. Maintenant, il faut faire attention dans les mots qu'on emploie. Pourquoi? Parce que malgré tout, vous avez raison, c'est un ancien président de la République et ça ne s'est pas gommé complètement. C'est pas un justiciable lambda qu'on le veuille ou non. Il y a eu un débat sur l'impartialité des juges ou la partialité des juges. On a appris que cette magistrate, la présidente, alors elle n'était pas toute seule, mais enfin elle présidait, donc elle avait quand même un rôle prépondérant, avait manifesté en 2011 contre le président Sarkozy et sa politique pénale. Ouais. On avait appris dans une autre affaire, l'affaire Bismuth, que la présidente avait écrit une tribune très critique contre Nicolas Sarkozy dans Le Monde. Est-ce que ces gens-là, finalement, sont amènes de juger ensuite Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'ils ne devraient pas eux-mêmes se retirer de l'affaire? Non, mais d'abord, c'est une collégialité, comme vous l'avez dit. C'est pas un juge unique, même si on pointe du doigt, ça se prend. C'est deux voix contre une. Hein. On ne sait pas ce qui se passe exactement. La présidente a un rôle important. Très bien, à l'audience. Mais après, je vous assure que c'est trois voix et qu'on n'impose pas à ses collègues ce qu'on veut. C'est pas aussi simple que ça. Mais bien sûr, après, il faut voir le degré. En 2011. Tous les magistrats ont manifesté contre la politique de Sarkozy, tous. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit qu'ils veulent se venger. Le problème... C'est pour ça qu'on dit qu'ils veulent se venger de Nicolas Sarkozy, qui voulait supprimer le juge d'instruction, qui traitait les magistrats de petits pois, et qu'il y a une revanche de la magistrature. Bien sûr qu'il y a un antagonisme, et qu'il y a un problème entre Nicolas Sarkozy et la justice, je ne dis pas le contraire, mais des professionnels, des juges professionnels, normalement, arrivent à faire abstraction de ce genre de choses. Quand on juge des faits, simplement, c'est ça être juge. On a tous des a priori, mais pas que liés à ça. On peut être de droite, de gauche, intelligent. On a le droit d'être syndiqué. Alors ça, c'est étonnant aussi. On a le droit d'être syndiqué dans des syndicats parfois très engagés politiquement, qui appellent à voter contre, à voter pour. Je parle notamment du syndicat de la magistrature. Est-ce que c'est normal? Oui, mais alors, vous voyez... Le droit de syndicat d'être syndiqué existe. Moi, je ne suis pas syndiqué. Chacun fait ce qu'il veut. Mais quand vous avez une juridiction de jugement, de toute façon, syndiqués ou pas, ils ont leur opinion politique, les êtres humains. Oui, mais enfin, les jurés aussi, d'ailleurs. On est plus ou moins engagés. Oui. J'imagine un type de droite qui se trouve face à un membre du syndicat de la magistrature. Il va se dire, je ne suis pas gagnant. Non, mais là, je pense que simplement, il faut faire attention dans la composition du tribunal. Qui va prendre l'affaire. Quand elle est très politique, il faut peut-être prendre un président et des assesseurs qui le sont pas. Alors justement, on aurait dû prendre en compte le fait qu'elle ait manifesté contre Nicolas Sarkozy. Oui, mais là, la manifestation, si vous revenez en arrière, vous verrez le nombre de magistrats qui ont manifesté. Depuis cette manifestation, 15 ans passés, je pense qu'il y a d'autres magistrats qui n'y étaient pas.
qui sont arrivés aussi. Il faut quand même être à un niveau assez important pour présider des affaires aussi difficiles. Hein. C'est pas si simple que ça. Il y a quand même une difficulté. Et donc c'est des gens. Les militaires n'ont pas le droit de manifester, par exemple. Les militaires n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Pas le droit de grève, pas le droit de se syndiquer. On n'a pas le droit de grève, nous. On n'a pas non plus tous les droits. Et on passe pas notre temps à manifester non plus. Non, c'est vrai. N'exagérons pas quand même. Et puis tous les magistrats sont pas politisés. Il y en a qui sont syndiqués, mais du syndicat, je dirais USM, du syndicat, on ne sait pas trop. Modéré. Après, il y a une frange de magistrats très politisés. On l'avait vu avec les murs des cons, etc. Donc, effectivement, vous aviez condamné à l'époque, le mur des cons. Ça fait du mal à votre métier, le mur des cons. Évidemment, vous vous rendez compte, à chaque fois qu'on parle politisation des magistrats, c'est moi qui vous le sors d'emblée, je prends les devants. Non, mais ça a abîmé, ça. C'était inadmissible. Et le problème qu'on a eu, nous, c'est il s'est rien passé derrière. Il n'y a pas eu de démission, c'est quand même la magistrature, il n'y a eu aucune sanction d'aucune sorte. Donc, en plus, on n'a pas lavé notre linge sale sur cette histoire. Mais est-ce que vous le lavez souvent, le linge sale, en famille? Parce qu'on reproche aux magistrats, finalement, de jamais trop se remettre en question, quand un magistrat fait une erreur, et parfois l'erreur peut être terrible, hein, quand on libère quelqu'un qui va tout de suite commettre un meurtre, etc. Et on s'est dit, mais finalement, derrière, il se passe quoi, en fait? C'est vrai, mais d'un autre côté, quand... Ce sont les décisions juridictionnelles, elles sont difficiles. Parce que de la même façon, on peut aussi mettre en prison quelqu'un qui va être déclaré innocent. Bien sûr. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas que les deux aspects. Non, ça marche dans les deux sens. Voilà, et comme je le dis dans mon livre aussi, on prend beaucoup moins de risques à emprisonner un innocent qu'à mettre dehors un coupable potentiel, parce que l'innocent, il ne va pas recommencer. C'est pas faux. Okay, donc, un chirurgien qui, s'il fait une erreur chirurgicale, il peut être aujourd'hui poursuivi. Il a son assurance. Oui. Et les magistrats maintenant sont assurés, depuis que le texte a changé, qu'on peut aussi avoir des plaintes contre nous. La seule chose que ça a changé, c'est simplement qu'on paye une assurance, c'est comme un petit impôt. C'est tout, rien d'autre n'a changé. Le livre, justement, c'est toute la tension entre les principes de la justice et l'efficacité de la justice. Et vous nous avez justifié la décision vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, qui est donc association de malfaiteurs, alors que dans votre livre même, vous dites qu'en matière de terrorisme, l'association de malfaiteurs va beaucoup trop loin. Oui. Il suffit d'avoir fait un voyage, d'avoir eu quelqu'un au téléphone, de l'avoir croisé. Et c'est précisément ce qui... Mais moi, j'ai rien justifié du tout. Je n'ai pas parlé du fond du dossier. Bon, alors, moi, je vais en parler. Il faut préciser que l'association de malfaiteurs avait été supprimée par, de mémoire, Robert Badinter, garde des Sceaux. Et ça a été remis en place par la droite. Le droit commun, Bon, le livre, il est très intéressant. Il tombe pile dans l'actualité Nicolas Sarkozy. Donc forcément, on fait des ponts. Mais vous défendez une thèse de limiter la capacité de la justice à incarcérer en amont un terroriste sur la base de l'association de malfaiteurs. Et moi, je suis un peu surpris, moi qui suis un citoyen, j'espère de tout cœur que la justice mette tous les moyens, y compris en allant un petit peu plus loin que nos principes habituels face au risque énorme du terrorisme. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. Je dis simplement qu'on a un principe de base, c'est l'interprétation restrictive de la loi pénale. C'est un principe qui date du droit romain. Je suis entièrement d'accord. À partir de là, on voit que dans pas mal de domaines, la poussée sécuritaire nous font élargir. Parce que le peuple l'attend. Non, parce que je pense qu'à un moment donné, le législateur aussi, il ne faut pas qu'il se défausse sur les juges. Il pourrait faire des lois qui sont plus claires, pénales qui sont plus claires, au lieu de faire des choses très larges où chacun interprète comme il veut. Et là, c'est l'arbitraire, parce que si un juge n'interprète pas de la même façon qu'un autre, là, vous pouvez vous poser des... Est-ce que le matin, quand vous arrivez au bureau, vous vous dites « j'ai pas les moyens de travailler correctement » ou pas? Quand j'arrive au bureau, je me dis surtout... Oui, tout le temps. Je me dis surtout... c'est à quelle heure que je vais rentrer chez moi? Non, mais ça rejoint un peu ma question. La cour d'assises, parce qu'on finit à 2-3 heures du matin et c'est un ras-le-bol général. Hein. On est tellement dans le boulot, je pense qu'on a du mal à prendre du recul, à réfléchir sur ce qu'on fait, les décisions qu'on prend. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. Les mains dans le cambouis, et là on est en train de discuter de problèmes de fond. Bon, moi j'y réfléchis quand j'écris un livre, par définition, mais sinon, au quotidien, j'ai beaucoup de mal à prendre le recul. Mais est-ce qu'on juge mal à cause de ça? Bien sûr. Quand vous n'avez pas le temps vraiment de vous poser et de réfléchir, que vous êtes pris dans une espèce de frénésie comme ça, c'est sûr. Si vous faites un délibéré avec des jurés d'assises à minuit, 1h du matin, c'est pas de la même qualité que si vous le faites tranquillement dans la presse. Combien vous avez de dossiers à gérer au quotidien? Moi, je suis président de cour d'assises. Donc, en fait, je vais tous les 15 jours, j'ai une session de cour d'assises. Donc là, j'étais à Pontoise, j'ai une histoire de proxénétisme aggravé pendant 15 jours. Et là, je suis en train de préparer ma prochaine session de cour d'assises qui commence pas la semaine prochaine, le début de semaine après. Donc c'est toujours un rythme, je prépare, je suis aux assises, je prépare, je suis aux assises. Et les sessions, ça dépend. Parfois, il y a un gros dossier, parfois on en fait 5-6 dans la session de 15 jours ou 3 semaines. C'est de l'abattage? Les stocks sont énormes. Donc c'est vrai que de plus en plus, surtout depuis la cour criminelle,
délais sont courts, on ne veut pas libérer les gens avant qu'ils soient jugés, parce qu'on en est là. On doit respecter des délais. Les cours criminelles départementales, M. Darmanin voulait faire passer un nouveau texte parce qu'on est au bout du bout, on va bientôt libérer des gens. Ah oui. Le législateur a dit il n'y a pas de juré, il n'y a que 5 magistrats professionnels, donc au lieu d'avoir 1 an pour juger les détenus, on n'aura que 6 mois renouvelables une fois. Résultat des courses, on s'est retrouvé avec un amas de dossiers de viol notamment. On ne sait plus où en mettre. On fait des doubles audiencements. On audience à Pâques, à février. Il n'y a plus de petites vacances. Donc on est au bout de ce qu'on peut faire. Mais on supprime de plus en plus ces jurés. Oui. Et ça, moi, ça m'interpelle parce que la justice, elle est rendue au nom du peuple français. Tout à fait. Or, Ouais. le peuple, il disparaît de plus en plus pour juger des criminels. Est-ce que ça vous dérange aussi? Moi, tout à fait. Moi, je suis pour le juré populaire. Mais moi, je me retrouve dans une situation, effectivement, on nous a supprimé dans 60% des affaires, les crimes jusqu'à 20 ans, donc tous les viols aggravés. Les jurés, ça nous fait du bien parce que ça nous aide à tout mettre sur la table et à nous remettre en cause dans nos pratiques professionnelles, parce que c'est des gens qui ont un regard neuf. Nous, on leur apporte quelque chose qui est de la connaissance du droit, les infractions, comment elles sont constituées. Donc il y a ce mélange qui est très bien. Mais ce qui me gêne le plus, c'est que quand on a décidé de généraliser ça, d'enlever ces jurés pour les crimes jusqu'à 20 ans, on ne l'a pas fait pour des raisons de qualité, on l'a fait pour passer plus de contentieux sans mettre d'argent. Donc aujourd'hui, les réformes sur la justice, c'est jamais, on ne se pose pas la question, est-ce que c'est mieux avec un juré ou pas? Personne n'a parlé de ça. Quand Dupond-Moretti a généralisé, il n'a pas dit. Lui-même était pour les jurés populaires, il a simplement vu les stocks. Ouais. Il y avait aussi une dimension où on se disait que le juré était forcément moins bon juge qu'un juge professionnel. Il y avait une opposition un peu idéologique à la présence du juré. Il ne faut pas les opposer, c'est ensemble qu'on est bien. Donc d'accord, il faut les deux. Mais il y a eu une volonté de sortir le citoyen de la justice en disant laissez faire, c'est une affaire de professionnels. Et moi j'aime bien reprendre l'exemple de l'évolution du code pénal. Vous me corrigerez si j'ai tort, mais je crois qu'en 1994, on a fait le nouveau code pénal où l'ancien code pénal prévoyait un minimum de peine que le juge ne pouvait pas facilement contourner. Et désormais, le nouveau code pénal prévoit des maximums de peine en laissant toute latitude au juge de venir en dessous. Et en réalité, si la justice est rendue au nom du peuple français, si la justice est conforme, se fonde sur le droit devrait fixer un minimum et un maximum, laissant alors le juge aller dans ce quantum de peine. Mais on voit trop souvent, en tant que citoyen, des juges qui décident qu'il est coupable, mais qui vont très très bas dans le quantum de la peine, et donc ça, on ne le comprend plus. Alors c'est tout le problème, effectivement, de ce que les Anglais appellent des guidelines, c'est-à-dire, ou les Américains, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les systèmes anglo-saxons, de manière générale, il y a un minimum, un maximum, et des guidelines, donc un guide pour le juge, pour voir si on va plutôt par rapport à différents éléments, critères, vers le minimum ou pas. Le problème aussi, c'est que parfois, le minimum de la peine va être décalé. Ça dépend si on descend très bas ou pas. Parce que si vous mettez un minimum qui est haut, vous vous retrouvez comme aux États-Unis, notamment sur la triple récidive, des mineurs, c'est la perpétuité. Et ça pose un problème et ça cause des déviances. Ça veut dire que les jurés vont déclarer non coupable parce qu'ils savent que sinon la personne va aller en perpète alors qu'il est coupable. Donc il y a des trucs pervers. Je cite dans le livre l'exemple anglais qui est très clair. Une femme avait tué son mari qui la maltraitait, qui la violait, etc. Donc il n'y avait pas de légitime défense et elle l'avait tué de sang-froid. Et les jurés savaient parfaitement que si elle était déclarée coupable, elle prenait 12 ans minimum. On ne pouvait pas aller en dessous. Ils ont préféré déclarer innocente. On a la même chose avec la dépénalisation des viols qu'on traite le plus souvent en agression sexuelle. Pour criminel maintenant. Pour criminel, je vais vous dire, c'était le cas. On est surchargé parce qu'il n'y a plus de correctionnalisation. On prend tout. Vous vous souvenez de la chanson Les élucubrations d'Antoine? Ah oui, tout à fait. Le juge a dit à Jules, vous aurez 20 ans. Et Jules a dit au juge, quand on aime, on a toujours 20 ans. Oui, c'est très beau. moi j'ai une question à vous poser, qui prolonge le propos d'Alain et Olivier il y a un instant. Elle est double, elle est connexe. Comment on gère la puissance du juge? Vous êtes un homme d'une puissance, je suis à côté de vous, c'est la première fois que je suis à côté d'un président de cour d'assises, j'en ai vu en audience, mais là d'être tout près, c'est un sentiment particulier. Comment on gère dans sa carrière la puissance du juge et de manière connexe, comment on arrive à trouver un équilibre dans sa vie quand on est juge 20 ans, 30 ans, 40 ans comme vous, entre ce travail écrasant de responsabilité et de boulot, et sa vie personnelle, sa vie privée, sa vie tout court? Alors d'abord, un juge a effectivement
du pouvoir, c'est clair. La loi lui donne du pouvoir, notamment d'incarcérer les gens. Est-ce que c'est l'homme le plus présumé puissant de innocent. France ? C'est pour ça. Non, mais dans sa cour, dans la cour d'assises, j'ai un énorme pouvoir. Vous êtes Dieu ? Mais vous ne l'avez pas. Est-ce que vous êtes Dieu dans... Je crois un peu en moi, après le reste me concerne. Mais je veux dire, c'est évident, dans une cour d'assises, on a vraiment tout pouvoir, mais on ne l'a pas au-delà. Mais simplement, ça revient à ce qu'on disait. C'est la loi qui limite les pouvoirs du juge. C'est pour ça que quand les infractions sont mal définies, ça laisse un pouvoir beaucoup plus... C'est ça que je voulais dire dans le livre. Ouais. Et c'est important de bien le comprendre. Parce que si vous faites des choses trop vagues, il y en a qui vont abuser de ce côté vague de la loi pour mettre n'importe qui en prison, etc. Donc, il faut que la loi définisse les pouvoirs qui sont donnés aux juges pour limiter les abus potentiels. C'est toujours pareil. C'est vrai aussi du pouvoir exécutif. Une constitution va limiter par différentes façons le pouvoir exécutif. Nous aussi, on en a besoin. Alors, et sur votre côté, comment vous arrivez en tant qu'être humain à faire la part des choses ? Il y a effectivement une usure qui se crée au fil du temps. Il faut lutter contre cette usure, c'est-à-dire la banalisation de ce qu'on fait. C'est-à-dire il faut toujours considérer que c'est grave ce que je fais, et y mettre autant d'attention qu'au premier jour. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et c'est ça qui est le plus usant. Étant président d'assises, non. Même si on juge, j'ai jugé un nombre incroyable de viols en cour criminelle départementale, il faut toujours que je me pose quand même la question, que je mette tout sur la table et voir s'il y a assez d'éléments, etc. Donc c'est très usant. Et quelle part il reste pour la vie privée, vie ? C'est nul, c'est nul. Quand je fais 15 jours à Pontoise, je suis 15 jours à Pontoise, je ne vois pas ma famille pendant 15 jours. Et les enfants, de temps en temps, quand il y en a qui désobéissent, c'est allez, 15 jours dans ta chambre, ferme. Est-ce qu'il y a des peines planchées pour ces enfants ? Moi, Joël Dagosseri. Je citerai juste un mot extraordinaire dans votre livre, au cœur de votre livre, une citation de Jean de La Varande, le fameux écrivain normand, qui est truculente, qui est fantastique. Le plus difficile n'est pas de faire son devoir, c'est de savoir où il se place. Joël Dagosseri. Oui, dans votre livre, il y a une partie aussi intéressante qui est qui n'est pas tout ce dont on a parlé, qui est la famille, notamment le regard qu'on porte sur la société. Et vous dites dans votre livre que cette obligation, en fait, de subvenir, entre guillemets, aux besoins de nos parents, vous observez qu'elle est quand même mise à mal. Oui. Et ça, c'est un point intéressant parce que il y a un article qui est sorti hier dans le Figaro où on disait qu'il y avait 78 000 personnes âgées qui étaient isolées. Donc on a le cas des EHPAD avec la maltraitance, on a ces personnes âgées qui sont isolées et on a ces enfants, entre guillemets, qui ne veulent plus subvenir aux besoins de leurs parents. Et quand vous observez ça dans la société, est-ce que c'est un sujet d'inquiétude pour vous ou est-ce que c'est une évolution normale ? Oui, alors j'ai observé à Lille, parce que j'étais juge d'affaires familiales, qui s'occupe aussi des procès en obligation alimentaire. Donc, il y a à la fois les parents qui doivent nourrir leur enfant, j'allais dire, mais il y a les enfants qui, après, ont une obligation alimentaire envers leurs parents. Et là, j'ai vu des audiences surréalistes. J'en raconte une, là, où il y a tous les frères et sœurs, etc. C'est pitoyable. D'une manière générale, il faut dire la vérité, la France... ne protège pas ces personnes âgées, même sous cet aspect-là. C'est-à-dire que les vieux principes de droit romain, où c'était complètement sacré d'aider ses parents, et dans la plupart des sociétés antiques, c'était quand même une obligation très très importante, disparaît au profit du système social qui va compenser. Le département va payer, va essayer de récupérer un peu d'argent sur les parents qui ne veulent pas donner 50 €, 100 € pour participer aux frais d'EHPAD. Et nous, juges, on est là, on se retrouve face à ces gens-là. C'est très très déprimant. D'une manière générale, pour moi, la France ne s'occupe pas de ces jeunes et de ces personnes âgées. Et comme je dis cyniquement, les jeunes, c'est quand même plus grave parce qu'ils ont un avenir. Bon, les personnes âgées, moins. Mais c'est du cynisme. Juste la dernière question. Je vous disais la dernière question. Les Français ne comprennent pas la justice. Elle est trop complexe pour eux. Il faudrait davantage les initier à la justice, qu'on aille davantage voir des procès. Alors, d'abord, les jurés, c'est une façon au moins ceux qui viennent, de voir comment ça fonctionne. Ils en sont très contents. Donc, il ne faut pas supprimer ce genre de choses. Il y a pas mal d'émissions. Il y a des livres, moi j'essaie d'expliquer un tout petit peu aussi, comme j'ai essayé d'expliquer l'antiterrorisme, mais d'une manière générale, c'est zéro dans les écoles au niveau de l'éducation civique, il faut être clair.